Le gong a sonné, l'encre a séché, les dés sont à jeter. Les équipes Pélis et Nisiac ont dû plancher sur le sujet suivant. L'éloquence du silence pénètre plus que le langage ne sait faire. L'équipe Pélis plaidera le pour, l'équipe Nisiac plaidera le contre. L'équipe plaidant le pour, Pélis, a su s'imposer en quart de finale avec le contre du sujet suivant. C'est dans l'originalité que l'on trouve l'exception. Amoureux d'humour au cœur de lion, Autunois d'adoption et québécois de confession, il a un seul mot à vous dire, Genesio démission. Merci d'accueillir l'équipe Pélis. « 4 avril 1814. Voilà 205 ans que l'empereur des Français signait sa première abdication. Sous la pression des généraux et face à l'ampleur de la situation, l'empereur ne disait mot. Se tenait au bout d'une simple plume un empire dont une griffe musela l'aigle au silence. Les canons se sont tus. Les drapeaux au vent ne flottaient plus. Le bruit des tambours a disparu. L'histoire retenait son souffle, et seul le cœur d'un seul homme, celui de Napoléon, était un silence assourdissant. Ce silence, la plume à la main, ce papier chiffonné, le regard intimidé de l'Assemblée, les mots ne pouvaient décrire cette atmosphère digne de la fin. Enjoy the silence. Plaider 15 longues minutes que l'éloquence du silence pénètre plus que le langage ne sait faire, en ayant uniquement recours à la parole. C'est un peu un paradoxe. C'est absurde, j'adélire. Mais tâchons d'essayer. J'ai été tenté, dans un premier temps, de défendre le silence au sens littéral. Autrement dit, de vous laisser profiter de l'audace de l'idée de passer 15 minutes en silence. Un silence sans sens n'encense pas nos sens. Illustre juré de prestige, c'est un honneur de pouvoir plaider devant vous. Je vous en remercie. Je pars ainsi en quête exclusive d'arguments pour que ce silence soit éloquent. Chère Adélie, je ne pensais pas me retrouver aussi loin pour cette première fois. Merci pour ces douces nuits blanches, mais je vous honore comme il se doit. Chère contradictrice, qui n'est pas là pour le moment, il me tarde de vous entendre à nouveau pour apprécier vos talents d'oratrice, car dans l'oral ou le silence, votre place est plus que méritée. Vous affrontez m'attriste, mais que le meilleur gagne. Cher public, votre présence ici me touche énormément. Écoutez attentivement. Je me retrouve face à vous et je ne me tairai point pour affirmer que l'éloquence du silence pénètre plus que le langage ne sait faire. Le silence, sachez qu'il cesse d'exister dès que l'on prononce son nom. Le silence est au sens propre l'absence de son, mais toute la subtilité, me diriez-vous, d'un terme relatif à l'ouïe, mais se reflétant à la vision, et dont un seul ensemble de sens permet de le ressentir. Pourquoi ce silence? Naturellement, il ne s'explique pas. Mais utilisé à des fins expressives, le silence devient éloquent. L'éloquence émeut, elle cherche à persuader. L'éloquence pénètre puisqu'elle est synonyme de verve. Cette fantaisie brillante qui d'un premier jet dans l'improvisation nous inspire. Cette éloquence du silence véhicule un message, elle est en quelque sorte un langage. Cette faculté que l'homme a pour exprimer ses pensées, ses idées, les signes, le regard. Il y a de multiples formes de langage.
On savait le son, plus ou moins rapide que l'image, par exemple. C'est sans doute pour cela d'ailleurs que certains hommes paraissent si bien avant d'avoir pris la parole. Et je vois des gens dans la salle qui esquissent un petit sourire. L'éloquence du silence pénètre plus que le langage ne sait faire. Mais, n'en déplaise à Pascal, cette citation a des liens avec l'original. Il y a une éloquence de silence qui pénètre plus que la langue ne saurait faire. Entre langage et langue, il y a une énorme différence. L'éloquence du silence est un instrument du langage, mais elle n'est pas une langue. Bon, considérons le langage dans ce sujet comme étant la parole, sinon cela risque d'être compliqué. Le silence est un remède à tous les maux. L'éloquence du silence est pénétrante, puis plus forte que le simple langage. Mais il y a cette émotion que le silence crée. L'éloquence du silence est bouleversante et renverse les mots, car la parole perd parfois ce que le silence a gagné. Commençons. Le silence est fait de paroles qui se taisent. Yvon Rivard, écrivain québécois, bien plus agréable à lire qu'à entendre. C'est donc ben tannant cette affaire-là. Telle est la loi du silence. La non-dénonciation, cette omerta qui montre que le silence trouve racine au pied de la botte de notre existence. Le silence d'un homme pénétrera plus que sa parole, puisque son comportement dépasse les règles du simple langage. 25 juin 1791. La suite de l'épisode de Varennes. Le retour de la famille royale. La République contre-attaque. Le silence du peuple face à ce cortège s'est transformé en une sentence irrévocable face à la trahison du roi. Les paroles se sont éteintes. L'éloquence du silence a dévié ce carrosse de la délivrance vers les chemins de la concorde. Je ne suis pas coupable. La suite, on la connaît. Le silence du peuple est la leçon des rois. Le silence pénètre les esprits davantage que les cris du peuple n'auraient pu le faire. Mais attention. Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence. Euripide l'avait bien compris dès l'Antiquité. Le silence est si pénétrant qu'il doit être privilégié lorsque les mots ne suffisent plus. Il faut en quelque sorte savoir se taire. Feuilleton de l'année 2018, l'histoire d'un proche conseiller, pas forcément si bien conseillé. Dans les jardins de l'Élysée, ou sur les champs de ce dernier d'ailleurs, un simple agent de sécurité lâcha le cran de sûreté. Le scandale éclate. La France s'interroge. Lui déroge en gardant le silence. Ce n'est que d'un silence calculé que sur lui tous les regards étaient portés. Qu'ils viennent me chercher. Ce n'est que d'un silence voulu, nourrissant l'attente d'une réponse, que les conseils d'Euripide auraient dû être écoutés. L'éloquence du silence permet d'attirer l'attention. Elle permet d'aller au-delà des mots par sa puissance, si bien qu'il faut aussi savoir se taire. Cette force du silence remplace même les mots, elle exprime les émotions qu'aucun mot ne pourrait décrire. Transpercée de silence, une seule aurait suffi pour me dire ce que je ressens. L'éloquence va au-delà, elle s'ancre en nous. L'émotion, sans censure, prend les larmes et combat. Je cite. L'éloquence des larmes est la plus persuasive de toutes. Elle commande la sympathie, impose l'émotion. Elle commande par son silence ce que les cris et les supplications les plus vives arracheraient avec peine. Ambroise n'était peut-être pas rendu avec le traité de sa morale, mais il résume que nous comprenons par la parole, mais ressentons par le silence. Il y a 1 milliard de raisons d'être triste, 1 milliard de raisons de pleurer. Pour autant, aucun mot ne pourrait décrire ce que vous ressentez
colère, amour, déception, fierté. Cette sensation interne que vous-même ne pouvez contrôler. L'éloquence du silence attire la quintessence des souvenirs, ces fruits que nous venons recueillir. Ce recueillement, ce silence interne est une épreuve qui, à la charge du demandeur, s'affronte tous les jours. Cette dernière ascension au paradis blanc me donne l'impression que le temps s'arrête. Tu resteras à jamais sur ce sommet blanc, là où mon cœur s'arrête. Une personne très chère à qui je parlais hier avait toute son éloquence pour nous faire rire. Mais dans un silence apparu involontaire, je n'en retiendrai que des grands souvenirs. Une personne très chère à qui je parlais hier méritait le silence pour se recueillir. Derrière des peines que je ne cache guère, l'éloquence du silence n'a pas à rougir. Elle permet ce dialogue interne. Elle dépasse ce plafond de verre pour exprimer des peines ou des joies indescriptibles que nous vivons tous, sans pour autant nous le dire. Quoi de plus complet que le silence ? Honoré de citer Balzac pour préciser que le silence est partout. On arrive à penser les blessures de ces mots introuvables par le dialogue interne, presque spirituel, comme l'on s'imprègne de l'atmosphère de ce lieu de culte. Le silence nous parle. L'apôtre saint Paul disait ainsi : « Les choses visibles sont éphémères, les invisibles sont-elles éternelles ?» Et sans demi-mesure, celle que j'avoue qu'à demi-mot, telle une prière devant saint Pierre. Je cite : « L'éloquence du silence n'agit pas seule. Il faut d'abord exprimer son idée avant qu'elle, telle une sentence, le silence ne vienne tomber. L'éloquence du silence n'agit pas seule. Il faut d'abord exprimer son idée avant de réaliser qu'à de mauvaises paroles, c'est bien le silence qu'il faudrait préférer. Mais l'éloquence du silence peut agir seule, puisque dans nos moments d'émotion, c'est bien elle qui nous pénètre le plus. Mais ce silence peut être un aveu d'échec. Et ce soir, je dois vous en faire un. Défendre la suprématie de l'éloquence du silence sur le langage, en l'expliquant uniquement par la parole, n'était pas une mince affaire. Et je ne suis ni d'accord ni isiaque avec ce sujet, bien au contraire. C'est absurde. Le langage me permet d'exprimer mon raisonnement, mais l'éloquence de mon silence nous guide au firmament. Accordons alors une minute de silence pour cette offense, puisque là où je pourrais parler, je décide de me taire. Merci. Merci à l'équipe Pélis. L'équipe Nisiac, qui plaidera le contre du sujet, l'avait emporté en quart de finale avec le contre du sujet suivant « On se sépare car on se sait par cœur ». Elle a peut-être une taille d'enfant, un visage innocent, pourtant c'est bien sa grandeur d'âme et son sourire de charme qui seront ses armes. Car en amour, comme à la guerre, monsieur Pélis, pour en finir, elle veut vous voir de près. Accueillons sans plus tarder l'équipe Nisiac. C'était un mois d'avril. Après avoir déambulé dans les rues de Bailey Street, à Memphis, dans le Tennessee.
Je rentrais à mon hôtel, j'y rejoins mes amis, mes collègues, qui étaient là, tout comme moi, pour défendre les droits des personnes opprimées de ma société. Pourtant, vers 18h, il me semble, si mes souvenirs sont bons, j'ai entendu un bruit sourd résonner du balcon. La peur au ventre, je cours, je sors de ma chambre en courant. Je vois son corps gisant sur le sol, son visage en sang, la gorge arrachée. Les larmes ont commencé à couler lorsque je me suis rendu compte de qui il était. Mon ami, Martin Luther King Jr. est mort. Il y a 51 ans, jour pour jour, un grand homme s'est vu plongé dans un silence éternel. Pourtant, ces mots, quant à eux, forment encore dans nos têtes un bruit incessant. I have a dream. Martin Luther King Jr., un homme d'élégance qui a défini le jour de son célèbre discours ce qu'était l'éloquence. L'art d'utiliser le langage pour pouvoir passer le plus beau des messages. Son allocution était faite de silence et de mots. Ces mots que nous connaissons et qui résonnent encore dans nos têtes. Sa parole traverse les années et devient pour chacun de nous un souvenir de son admirable bienveillance, de son combat pour la délivrance, qui lui est depuis condamné au silence. C'est ainsi que je prends la parole, très chers membres du jury, pour entrer dans ce dossier tabou du silence, auquel j'espère venir à bout, avec vous bien sûr, chères Adéliennes, chers Adéliens. Très chers contradicteurs, ça me fend le cœur que vous ne soyez pas là pour m'entendre, mais sachez que c'est dans le plus grand des silences que votre parole a su me pénétrer. Bien heureuse d'avoir pu profiter de votre générosité, c'est donc la bouche en cœur et dans le plus passionné des silences que je vous accorde cette révérence. Très cher public, votre présence ici est un bonheur. Elle me rend si heureuse et sachez que votre place, je pensais, était précieuse. Et nous voilà tous réunis pour aborder une question des plus parlantes. L'éloquence du silence pénètre plus que le langage ne sait faire. L'éloquence, c'est une manière de s'exprimer, persuader, émouvoir par le discours. Pour ce faire, l'homme utilise le langage. Cette capacité qui lui permet de communiquer grâce à des moyens qu'il a lui-même inventés, imaginés. Le visuel, la gestuelle, la parole. Et c'est grâce à ces moyens qu'il peut pénétrer les esprits, s'introduire en eux, lui faire passer des idées. Le silence, quant à lui, se définit simplement par une absence de bruit. Le refus de s'exprimer, cesser de parler, le refus de transmettre une pensée. Mais pourtant, n'avons-nous pas déjà transmis une idée par un silence ? Cela voudrait dire que le silence est aussi un moyen de s'exprimer, donc un moyen qui fait partie des éléments du langage. Et c'est là que se trouve la première limite de ce sujet, qui est tirée de la citation de Blaise Pascal, je vais dire Balzac, mais à chaque fois je confonds. Il y a une éloquence de silence qui pénètre plus que la langue ne saurait faire, et non que le langage ne saurait faire. Le silence et la langue sont des éléments du langage. De ce fait, l'éloquence du silence seule, dénuée de tous les autres éléments du langage, existe-t-elle ? Puisque nous avons défini le langage dans sa globalité, qui est nécessaire pour être éloquent. Un simple silence pourrait-il vraiment être éloquent ? Eh bien non, justement. Le silence a besoin des autres éléments du langage pour être éloquent et transmettre un message qui sera réellement compris.
À l'inverse, un silence dénué de tous ces éléments a cela de mauvais qui pourrait être mal interprété. La loi du silence a donc ces petits secrets que je viens vous révéler. L'éloquence a besoin du langage dans sa globalité. Pour être pratiqué, nous l'avons dit. Pour être éloquent, un silence aurait donc nécessairement besoin d'être accompagné des autres moyens dont dispose l'homme pour s'exprimer. Et je vais vous le prouver. Voyez-vous, lors de son discours à Alger, 1958, le président des Gaulois, notre général à tous, n'avait bien ce jour-là qu'un seul but. Persuadé que son retour ferait renaître, pour une durée indéterminée, un amour. Mais si seulement il suffisait de beaux discours. Le silence de ses allocutions était éloquent. Il transperçait le cœur des milliers de spectateurs. Mais que retenons-nous de ce discours ? Je vous ai compris. Et je vois que vous aussi avez compris là où je voulais en venir. Sans ces mots, sans ces regards, sans sa prestance, sans ses gestes, ces silences auraient été indigestes. Quoi de plus insignifiant que le silence d'un inconnu que vous croisez dans la rue ? Le regard vide, les bras ballants, l'ancelle à la main, plongé dans ses pensées, les lèvres pincées, bref, un silence de Parisien. Il ne renvoie qu'un silence muet. Pour être captivant, le silence doit forcément s'accompagner de tous les éléments du langage. Votre regard, vos bras, vos mains, même votre voix. Et c'est en ça que je crois. Vous voyez ? Ça, c'est un silence éloquent. Que vous étiez en mesure de comprendre. Pour être pénétrant, éloquent, le silence nécessite une complicité que j'ai mis plus de 5 minutes à créer, en utilisant tous les moyens qui étaient dans moi pour m'exprimer, pour créer cette complicité-là nécessaire pour rendre ce silence éloquent. Comme le disait Philippe Claudel, le silence semble parfois le profond dialogue de ceux qui se comprennent. Un silence n'est éloquent que si on se comprend. L'éloquence du silence n'existe donc pas lorsque les outils du langage ne le guident pas. Autrement dit, le silence ne peut pas pénétrer plus que le langage, puisqu'il en fait partie. Il en est dépendant. Aucun composant du langage ne saurait être suffisant pour construire un dialogue transparent, cohérent, éloquent. Conséquence, un silence muet, vide de toutes les autres formes d'expression dont l'homme dispose, pourrait être mal interprété. Alors, nous allons essayer de tenter de comprendre dans ce second temps que s'il se suffisait à lui-même, ce silence, qui n'aurait rien d'éloquent, pourrait nuire à vos relations avec les autres, au risque de grandes incompréhensions. Pour vous expliquer cela, retour aux heures les plus sombres de l'humanité, celles où le lien social n'existait pas. Au commencement était le Verbe. Les Écritures saintes ont consacré la verbalisation. Celle qui n'a pas de prix, celle qui ne vous enlève pas de points, bien au contraire. L'homme est un être doué de raison, doué de parole, le premier des dons. Comme le disait Horace, la parole et la raison unissent les hommes. Usez de votre langue pour créer du lien social, c'est ce à quoi aspire tout homme. Prenons un exemple beaucoup plus simple pour que vous compreniez mon propos. Nous connaissons tous ce garçon, appelons-le Pélis. Assis dans cet amphithéâtre, il regarde cette fille avec l'œil qui pétille.
Il essaye de lui dire qu'il connaît chaque forme de son visage, chaque mimique. Elle, qui aimerait tant l'entendre le dire. Mais il ne peut, terrassé par la peur d'être vu, la peur d'être entendu, il se terre dans son silence. Le fait que nous soyons ici ensemble et que je prononce ces paroles est une tentative de briser le silence et de construire des ponts entre nos différences. Voilà les mots prononcés par Audre Lorde dans la transformation du silence en paroles et en actes. Voilà ces mots qui auraient dû faire bouger ce garçon de son banc pour qu'il aille construire un pont entre lui et moi. Un pont nécessaire, crucial pour son lien social, crucial pour son moral. Il aurait aussi pu se prendre un vent glacial, oui, mais le silence seul, sans parole, sans geste, peut devenir un synonyme de souffrance, souffrance interne, comme pour ce garçon, un silence douloureux pour vous qui n'avez pas osé vous exprimer, et pour ceux qui, sans le comprendre, l'ont supporté. Ça me rappelle une histoire. C'est après cette dispute avec celle qui m'a donné la parole que je me terre. Mon regard est vide, les bras le long du corps, mon visage semble mort. J'entends encore sa tristesse. Car quoi de plus éloquent que les mots d'une mère en détresse devant le visage et le silence de son enfant. Elle a interprété mon silence comme une détestation, une aversion de sa personne. Alors que finalement, tout ce que je ressentais dans mon silence profond, c'était que je l'aimais avec passion. Si seulement je m'étais lancée, faire de mon silence un véritable moment d'éloquence, je lui aurais pris la main, je l'aurais regardé. Je lui aurais dit que je l'aimais. Puis je me serais tue. Et à cet instant, la seule chose qu'elle aurait vue, c'est mon sourire. L'éloquence du silence n'existe donc pas en soi. Au contraire, lorsqu'il est nu, un silence n'a que peu d'importance et sa seule conséquence, c'est l'incompréhension qui peut ruiner toutes vos relations. Alors brisons ce silence, vide de sens, et usons de toute notre éloquence pour toucher l'âme et les cœurs. N'ayons pas peur de croire, comme M. Bazin, que c'est la parole qui est d'or et que le silence est de plomb. Et si vous décidez de parler, de bouger, de gesticuler, et si vous jugez qu'il est même nécessaire de vous taire pour lui transmettre une idée, alors notez que seule l'éloquence, dans sa globalité, peut, elle, pénétrer le silence. Mais prenez garde. Et n'oubliez jamais que la parole qui vous échappe ne peut être rattrapée. Merci beaucoup. Le concours, vite. Le concours, c'est l'opportunité pour les candidats de nous faire part de leur culture. Ils sont nombreux à citer des auteurs pour imager leurs propos, donner plus de corps à leur argumentaire. Moi-même, j'aime les citations. Et je voudrais en partager une avec vous. Je suis allé chercher dans mes souvenirs des personnalités marquantes. Une m'est venue spontanément, un grand homme, surtout par la taille,
notre bien-aimé Jean Lassalle national. Parce que l'éloquence peut prendre des formes diverses et variées. Lors de la campagne présidentielle de 2017, il avouait en marge d'une réunion publique en Gironde qu'il n'avait pas peur de faire face aux autres chefs d'État étrangers, et je le cite, « Je sais que je tiendrai tête à M. Trump, à M. Poutine et à quelques autres qui ne se présentent pas sous un regard forcément sympathique parce que moi, j'ai eu affaire aux ours, aux loups et aux cavernes. » Fin de citation. Heureusement pour nous, l'heure n'est pas aux ours et aux loups, puisqu'il nous faut introduire la seconde demi-finale. La provocation, quand elle vient de l'artiste, suscite la réflexion. Vaste sujet proposé pour cette dernière demi-finale. L'équipe Al-Hakim plaidera le pour, et l'équipe Bouziane plaidera le contre. L'équipe Al-Hakim nous a démontré en quart de finale que l'humour n'était que la politesse du désespoir. On le définit souvent comme un diamant dans un monde de strass. Mais c'est brut qu'il va tenter de briller de tout son éclat. Merci d'accueillir l'équipe Al-Hakim. Mesdames et messieurs les membres du jury, très chère Adélie, resplendissante Adélie ce soir, très chers amis adéliens. Je me désole quelque peu de voir que cette salle n'est pas remplie à son maximum ce soir. Je crois qu'il faut se résoudre à l'idée que les amateurs de bons mots, que le club des amateurs de bons mots est en train de se restreindre. Vous me permettrez d'ouvrir mon propos en m'adressant directement à mon adversaire de ce soir, mademoiselle Bouziane. Mademoiselle, durant ces semaines de plaidoirie, nous avons eu l'occasion de nous croiser à de maintes reprises et j'espère que vous avez eu autant de plaisir à m'écouter que moi j'ai pu en avoir à vous écouter. Lorsque nous avons été sélectionnés en début de semaine, au moment de l'annonce, j'étais comme vous dans la foule et j'ai entendu, j'avais l'oreille un petit peu baladeuse et j'ai entendu cette phrase qui s'est échappée de la foule, cette phrase très cocasse. Ils ont mis les deux rebeux ensemble pour la demi-finale. Alors, vous me permettrez déjà de souligner que cette phrase manque cruellement d'éloquence, dans un premier temps, mais en réalité, elle ne m'a pas tellement choqué, je dirais même qu'elle m'a beaucoup amusé, puisque en réalité, quand on a une tête de bourguignon comme la mienne, eh bien, on n'a pas tellement l'occasion de se faire discriminer sur ses origines. Quoi qu'il en soit, mademoiselle Bouziane, nous avons en commun cette Méditerranée et nous en connaissons tous les deux rivages. J'espère qu'un peu plus de temps me sera consacré à ce rythme-là. Nous en connaissons tous les deux rivages, et je crois donc qu'il nous appartient à nous, eh bien, de dire que la France, ce pays artiste et provocateur, est un lieu où il fait bon vivre. Et c'est un lieu où il fait bon vivre parce que c'est un endroit où l'on a le droit de réfléchir. Et ce soir, cette université en témoigne très bien. Nous avons donc eu à nous pencher sur cette phrase « La provocation, quand elle vient de l'artiste, suscite la réflexion ». C'est en réalité une phrase d'Elisabeth Badinter qu'elle a prononcée tout récemment dans une interview en 2015. Donc c'est donc une phrase toute récente pour un principe qui, lui, en réalité, est aussi vieux que le monde. Je souhaiterais vous présenter ma thèse à travers un schéma très simple et qui servira de fil conducteur à toute mon argumentation. Au début de ce schéma, eh bien, vous avez un artiste, un génie. À la fin de ce schéma, le monde de demain. L'artiste, lui, est un visionnaire, c'est-à-dire qu'en réalité, il a la capacité de voir le monde de demain.
Or, un artiste, c'est une unité, c'est un seul être, et il n'a pas la capacité à lui seul de changer le monde. C'est pourquoi il lui faudra sensibiliser la masse, et pour cela, il va le faire au moyen de la provocation. Une fois la masse sensibilisée, elle va se mettre à réfléchir, et c'est lorsque nous réfléchissons tous que le monde évolue. Bien, je me baserai donc tout naturellement sur ce schéma pour arriver à mes deux axes d'argumentation, qui sont donc tout naturellement, dans un premier temps, la figure de l'artiste distincte de la masse, puis dans un second, la provocation de l'artiste au service de la réflexion de tous. Donc, comme je viens de vous le dire, les artistes se distinguent de la masse. Les artistes, en d'autres termes, ne sont pas des gens comme nous. Alors, déjà, faut-il savoir ce qu'est un artiste? Peut-être qu'à l'évocation de ce terme, certains d'entre vous imaginent déjà un homme drapé dans un linge blanc en haut d'une tour d'ivoire en train d'écouter du Wagner, ou peut-être que d'autres, eux, imaginent un jeune homme pieds nus sur le toit d'un immeuble en train de fumer du cannabis. Je crois qu'il faut mieux mettre de côté ces images et revenir à une définition beaucoup plus précise, beaucoup plus pure. Et déjà, il serait beaucoup plus sage d'en revenir à l'étymologie. Le mot artiste vient du latin ars, artis, troisième déclinaison des noms imparisyllabiques, si cela peut rappeler certains souvenirs. Un artiste est en réalité une personne qui, par le don artistique, exerce une activité de création. Il y a dans cette définition deux termes fondamentaux, la création et le don, qui forment en réalité les deux piliers sur lesquels se fonde cette définition. La création tout d'abord, puisque c'est en général la notion qu'on a le plus tendance à oublier. Il convient de différencier, de distinguer le créateur et l'exécutant. Admettons que vous sortiez d'un concert où vous avez vu un jeune japonais de 6 ans en train d'exécuter à la perfection le piano sonata numéro 16 en C majeur. Eh bien, ce garçon aura beau être très doué, ce n'est pas un artiste, c'est un exécutant. S'il y a bien un artiste dans cette histoire, c'est Mozart. Le piano à queue qui trône fièrement dans votre salon n'est pas l'œuvre d'un artiste, c'est l'œuvre d'un artisan qui, lui, s'est basé sur les plans de Bartolomeo Cristofori, bien sûr, l'inventeur du piano. Voilà pour ce qui en était de la création. J'ai à présent une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer, et elle risque d'en chagriner plus d'un. Vous ne pouvez pas être un artiste si les fées ne se sont pas penchées sur votre berceau, et ce, dès votre naissance. Et là, j'en viens à mon deuxième pilier de ma définition, c'est-à-dire le don artistique. Il y a dans la définition de l'artiste cette notion du don reçu, cette notion de l'inné. Alors certes, c'est une injustice, mais c'est une injustice contre laquelle vous ne pouvez rien. L'artiste se distingue également de la masse parce qu'il a cette capacité à observer, et déjà à observer les gens. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul ici à avoir cédé à la tentation d'aller faire la caricature de mon portrait par l'un de ces artistes que l'on trouve place du Tertre à Montmartre. Je suis toujours en réalité très ébahi par ces hommes et ces femmes qui, d'un seul coup d'œil, on a même parfois l'impression qu'ils ne nous regardent même pas, arrivent à déceler tout ce qu'il y a de plus disgracieux en nous. C'est donc une observation des personnes, mais c'est aussi une observation du monde actuel et une capacité à percevoir les attentes de ce monde. Et j'aimerais, pour un peu mieux illustrer mon propos, vous parler d'un homme d'une qualité remarquable. Et d'ailleurs, si j'avais les mêmes talents de dessinateur que lui, il me suffirait de 2 coups de crayon pour vous le représenter. Un catogan, des lunettes noires, un col haut, une posture prussienne et un sens de la répartie légendaire. Vous auriez là, bien sûr, reconnu Karl Lagerfeld.
Alors que dans les dernières années de sa vie, Gabrielle Chanel a une vision du monde qui se borne à l'ouest par la rue Cambon et à l'est par la place Vendôme, elle se refuse catégoriquement à faire des mini-jupes et à créer des blue jeans. C'est une fois 1983, une fois que Karl Lagerfeld arrive aux manettes de la maison de couture, eh bien qu'il va donner enfin à la jeunesse du monde entier ce qu'elle attendait. Parce que c'est un artiste, parce qu'il observe le monde, et parce qu'il sait déceler, percevoir plutôt, eh bien, ses attentes. Et lui-même ne s'en cachait même pas. Et il aimait d'ailleurs répéter cette phrase « J'observe, je ne suis que le concierge de cet immeuble qu'est la vie ». Et c'est ainsi qu'il a inscrit eh bien, son nom au panthéon des grands couturiers, avant, bien sûr, vous le savez, de s'en aller habiller les anges. Enfin, et je l'ai dit déjà dans mon schéma, l'artiste est un visionnaire, c'est-à-dire qu'un artiste sait de quoi demain sera fait. Et j'aimerais que nous restions là dans le domaine de la mode, puisqu'en réalité, qu'est-ce que la mode ? Eh bien, c'est un art qui consiste à anticiper 6 mois à l'avance eh bien, les tendances que les gens auront envie de porter. En somme, un artiste, c'est tout cela. C'est un créateur touché par la grâce, qui a un sens de l'observation, et qui sait de quoi demain sera fait. Jusqu'à présent, eh bien, je me suis attelé à vous démontrer que l'artiste se distinguait de la masse. Et si j'insiste tellement ce soir pour placer l'artiste sur un piédestal, c'est parce qu'il a en réalité un rôle majeur à jouer dans le monde, celui de susciter la réflexion au moyen de la provocation. Alors, susciter la réflexion, en effet, c'est un petit peu un euphémisme. Et j'admire là la pudeur d'Elisabeth Badinter. Puisque, en réalité, si, certes, il appartient à l'artiste de poser les grandes questions du monde, quand nous recevons nous-mêmes cette question, eh bien, 2 sentiments émanent de nous, l'adhésion ou bien l'indignation. Alors des artistes qui ont usé de la provocation pour susciter l'adhésion et l'indignation, la littérature française en compte pléthore. Et peut-être même qu'on pourrait se poser la question, pourquoi pas, que la monarchie française serait encore en vigueur aujourd'hui si elle n'avait pas été secouée par les écrits des écrivains du XVIIIe siècle. Pour mieux illustrer mon propos là encore, je souhaiterais vous inviter à faire un bref aller-retour dans l'histoire. Nous sommes le 27 avril 1784 au Théâtre de l'Odéon à Paris, le tout nouveau Théâtre de l'Odéon d'ailleurs, puisqu'il vient juste de fêter ses 2 ans. Et une pièce de Beaumarchais est à l'affiche. Elle est intitulée « Le mariage de Figaro ». La noblesse et la bourgeoisie se pressent dans les premiers rangs et après les 3 coups de théâtre, la pièce démarre. C'est finalement une pièce assez dans l'air du temps. On y retrouve la satire et la catharsis, mais ça, Molière nous y a déjà habitués depuis bien un siècle. C'est au bout de la scène 3 de l'acte 5 que le drame a lieu. Figaro, un simple valet de chambre du comte Almaviva, s'avance sur la scène et déclame ce monologue qui résonne encore dans les couloirs de l'histoire. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un génie ? Noblesse, fortune, une place, des rangs, tout cela rend si fier. Mais qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Dès lors, le mariage de Figaro, on en parle dans toutes les cours d'Europe et le nom de Beaumarchais est, lui, dans toutes les bouches. Beaumarchais, à travers cet exemple, ce que je m'efforce de vous expliquer, c'est que Beaumarchais a, lui, utilisé la provocation, une provocation teintée d'ailleurs de beaucoup de courage, parce que je vous rappelle que nous sommes là à l'époque de la lettre de cachet. Oui, bien sûr, la lettre de cachet. On vérifiera après mes sources. Mais oui, la lettre de cachet. Et ce n'est pas la particule de M. Caron de Beaumarchais qui l'aurait dispensé d'un petit séjour dans la prison du Temple. Il utilise donc la provocation pour susciter l'adhésion de la bourgeoisie et l'indignation de la noblesse,
il utilise la provocation pour susciter la réflexion de la bourgeoisie et avant même de susciter son soulèvement 15 années plus tard. Quoi qu'il en soit, et je terminerai mon propos sur ce point, j'espère simplement qu'à l'avenir, vous ne vous vexerez plus lorsque quelqu'un essayera de vous provoquer, parce que vous ne savez pas, c'est peut-être un artiste qui se cache devant vous. Madame, Mesdemoiselles les membres du jury, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie. Merci à l'équipe Al-Hakim. Trois sur 4, bientôt 4, ce qui nous fera un 4/4 de demi-finale. L'équipe Bouziane s'est imposée en quart de finale en plaidant le contre du sujet suivant. C'est en réveillant éveillé que nos rêves s'endorment. De Dupond-Moretti, elle n'a pas que le corps. De l'Adélie, c'est l'Aquitator. Oui, elle aurait pu faire du stand-up, mais elle sera meilleure à la cour d'assises. Je suis. Merci d'accueillir Dame Bouziane. C'est toujours un plaisir de parler pour ne rien dire. Et je remercie l'Adélie d'en avoir fait une passion. Mais c'est toujours à la fois un moment stressant et excitant. Stressant, car si je devais définir mon niveau de stress actuel, je dirais que je suis aussi stressée qu'un enfant devant un prêtre le jour de sa communion. Excitant, car si je devais définir mon niveau d'excitation actuel, je dirais que je suis aussi excitée qu'un prêtre devant un enfant le jour de sa communion. Je vois que cela en fait sourire certains, que cela peut en choquer d'autres, mais il est indéniable que cette provocation gratuite suscite plus la réaction que la réflexion. Madame la membre du jury, madame, messieurs les membres du jury, messieurs, cher public, très cher contradicteur, belle Adélie, bonsoir. Il me revient ce soir la lourde tâche de refuser, réfuter et récuser les propos suivants d'Elisabeth Badinter. La provocation, quand elle vient de l'artiste, suscite la réflexion. Déborah de Robertis, Banksy, Anish Kapoor, Paul McCarthy, ils sont de plus en plus nombreux à faire dans l'art de la provocation et de la provocation un art. Qui sont ces artistes qui suscitent tantôt la critique, tantôt la moquerie? Leur but est-il de sensibiliser ou de dénoncer? Leur éclair de génie leur vaut souvent la foudre du public. La provocation de l'artiste suscite-t-elle vraiment la réflexion? C'est le sujet du nouveau numéro d'Enquête exclusive. C'est dans un épisode en 2 parties que je vous montrerai alors que, par définition, l'artiste suscite bien plus la réaction, voire la révolte, que la réflexion, avant de vous montrer que la provocation, si elle est une arme, est au service de l'artiste et non au service de la cause commune. Par définition, l'artiste est une personne douée d'un savoir-faire, lui permettant de créer une œuvre. Par cette force créatrice, l'artiste va s'adresser, par sa production, au sens, aux émotions ou à l'intellect, en provoquant une réaction, voulue ou non, dans l'esprit de ses semblables. Je tiens à souligner le voulu ou non, car dans sa définition même, le verbe susciter signifie provoquer de manière catégorique un événement voulu. Le sujet se contredit alors par lui-même dans l'emploi des mots, puisque 1. Ce n'est pas l'artiste, mais sa production qui entraîne une réaction. 2. L'œuvre d'art ne se donne pas en elle-même toujours intelligible, mais elle s'adresse le plus souvent aux sensibles. 3. La réaction, même lorsqu'elle découle d'une provocation, ne se veut pas être toujours volontaire. Elle peut donc entraîner une réflexion, mais certainement pas la susciter. Les mots ayant leur importance, l'architecture de cette phrase vient donc d'être déboulonnée. Et il aurait été plus prudent, pour vous, chers contradicteurs, de bêcher le champ lexical du sujet avant de le cultiver. Cela vous aurait évité de vous planter. Je continuerai ma démonstration en labourant un tout autre domaine, celui des neurosciences, qui est également contre vous ce soir, chers contradicteurs. En effet, cette science nous apprend que, face à une provocation, c'est d'abord notre cerveau émotionnel qui
qui sera engagée, au profit de notre cerveau rationnel. Ce qui va donc conduire à une réaction d'ordre émotionnel qui peut être soit positive, soit négative, mais qui sera dans tous les cas subjective. Car si une démarche statistique peut me paraître facile et entraîner mon rejet, elle pourrait par ailleurs attirer l'éloge d'un télo bobo qui verront dans ce gribouillage un message philosophique profond. La provocation n'est pas toujours voulue, et quand elle vient de l'artiste, elle entraîne donc la réaction. Pour étayer mon argumentaire, penchons-nous sur 2 œuvres d'art jugées provocatrices. La première est de Édouard Manet, et nous expose un déjeuner peu commun. Ce tableau, le déjeuner sur l'herbe, d'où est certainement née l'expression pique-nique, a provoqué un scandale, autant esthétique que moral. Et la bourgeoisie de l'époque s'est vite vue réagir en accusant le peintre de voyeurisme. Pourtant, Manet se défend en alléguant que son intention ne s'est jamais voulue obscène, mais qu'il était plutôt à la recherche de contrastes, et qu'il ne fallait pas juste voir dans cette toile un déjeuner sur l'herbe, mais un paysage entier, avec ses vigueurs et ses finesses, avec ses premiers plans larges et solides, et ses fonds d'une délicatesse si légère. Voilà un bon exemple d'une provocation non voulue, qui entraîna non pas la réflexion, mais la censure et la foudre de la foule. La deuxième est de Gustave Courbet et se nomme L'origine du monde. Vous avez tous en tête l'image de ce corps de femme allongé, le sexe à l'air libre, et dont la pilosité nous indique que le ticket de métro n'avait pas encore été inventé en 1866. Cette provocation se veut cette fois-ci volontaire, car par son insolence, Courbet s'attaquait directement à la bienséance hypocrite du Second Empire, où l'érotisme était toléré dans des peintures mythologiques. Pourtant, cette provocation n'a pas mené encore une fois à une réflexion, mais à une réaction, la censure, si bien qu'en plus d'un siècle, la toile n'a été exposée que 2 fois devant un grand public, avant d'obtenir sa place au musée d'Orsay en 1995. Ce tableau a d'ailleurs fait reparler de lui récemment, lorsque l'artiste contemporaine Deborah de Robertis s'est mise en scène au musée d'Orsay en posant nue devant la toile en imitant la pose du modèle. Provocation devant laquelle les touristes japonais présents auraient, dit-on, manqué de pellicule. Encore une réaction donc, et non une réflexion. Il est important de souligner qu'alors qu'elle performait depuis près de 5 ans, c'est cette dernière performance qui permit à Deborah de Robertis de faire le buzz et de se faire connaître du grand public. Ce qui nous amène donc au grand 2 de notre argumentaire, raffiné et opulent. À qui profite le buzz? C'est la deuxième partie de notre enquête exclusive. En effet, et je le tiens comme une évidence, la provocation est une forme de communication qui va profiter à l'artiste plutôt que réellement à mener une réflexion sur la scène publique. Car c'est ce que sous-entend le sujet, que la provocation artistique est utile car elle va bouleverser notre schéma de pensée. Or, la provocation, qu'elle soit encore une fois voulue ou non, ne se contente pas de toucher le raisonnement, mais va nous bousculer sur le terrain de nos émotions et de nos ressentis. Et c'est ce que vise une bonne publicité. Que l'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de moi, disait Léon Zitrone. Dans le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde, dont je contredirais également une situation tout à l'heure en finale, disait sans nuance, il n'y a qu'une seule chose plus désagréable que de faire parler de soi, c'est de ne pas faire parler de soi. Et la consécration même de l'artiste n'est-elle pas qu'on parle plus de lui pour qu'il se fasse connaître? La provocation sera alors utilisée par l'artiste comme un moyen de communication massive. Que ce soit le faux mariage de Coluche et Thierry Leluruzon pour buzzer, ou Gainsbourg qui brûle un billet de 500 francs pour flamber, la provocation est là pour faire parler du provocateur. Et c'est là la fonction première, parler et non réfléchir. Peut-on vraiment dire que Booba, qui provoque Caris en duel dans un octogone, suscite réellement la réflexion? Mais peut-on dire que ces Rimbaud et Verlaine des temps modernes sont vraiment des artistes? Dans ce cas-là, l'exemple serait mal choisi et veuillez alors ne pas en tenir compte. Mais que serait Flaubert sans le procès de Madame Bovary? Que serait Baudelaire sans le procès des Fleurs du Mal? Tous deux étant encore inconnus au bataillon des grands auteurs avant d'être accusés de perturber l'ordre moral. Que sera encore l'école des femmes de Molière, dont le succès ne doit la renommer qu'à la critique de ses détracteurs qui y voyaient des dialogues érotiques? Ou encore le Tartuffe, dont les salles ne désemplissaient plus encore la levée de l'interdiction de la pièce par la justice royale. Molière, dont l'attitude était tantôt misanthropique, tantôt fourbe, qui était parfois un don Juan, parfois un médecin malgré lui,
qui faisait son bourgeois gentilhomme en début de mois et son avare en fin de mois, savait parfaitement jouer de la provocation et savait que ses critiques ridicules étaient précieuses pour remplir ses salles. Ainsi, je vous ai montré que si l'œuvre de l'artiste naît toujours d'une réflexion, elle n'en engendre pas toujours une. L'artiste, lorsqu'il est à contre-courant, nous embarquera souvent plus dans un torrent émotionnel plutôt que dans les flots d'une réflexion. Je vous ai également montré que la provocation peut être vue comme une stratégie pour monopoliser l'attention et exister dans le flux ininterrompu d'informations déversées par les médias. Je vous ai révélé tout le caractère fallacieux que recouvre cette citation, d'une part par le choix des mots et d'autre part par son caractère bancal qui s'est effondré sous le poids de mon argumentaire. J'aimerais finir en réintroduisant l'artiste dans sa fonction première, celle de nous faire voyager. Et c'est de ce voyage introspectif que pourra naître une véritable réflexion. La plume du poète caressera nos cœurs, le pinceau du peintre tracera en nous un nouvel horizon, l'encre de l'écrivain s'imbibera à jamais dans nos esprits, les notes du virtuose résonneront dans les profondeurs éternelles de notre âme. Il n'est pas vrai que la provocation, quand elle vient de l'artiste, suscite la réflexion. Mais j'aurais aimé vivre dans un monde où cette phrase aurait été vraie. Je vous remercie. Merci à l'équipe Bouziane. Mesdames et messieurs, chers amis, rien ne va plus. Chaque équipe s'est exprimée, a tenté de vous convaincre, de vous faire rire, de vous émouvoir, mais c'est à notre jury de trancher. C'est pourquoi je l'invite à se retirer afin de délibérer pour désigner les 2 heureux finalistes de cette grande soirée.